Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Gotchar, votre balado qui porte sur l'actualité automobile et sur les essais. Cette semaine, une petite spéciale parce qu'on a une invitée, Valérie Limoges, une championne de course. J'en profite pour faire l'essai de la Nissan Z 2023 et aussi je vous parle de mon essai un peu particulier de la Mazda MX-5. Et moi, de mon côté, je vous parle de quelques petites nouvelles, entre autres un nouveau VUS BMW qui va avoir 735 chevaux, quand même impressionnant, des investissements en énergie renouvelable pour les véhicules, un jugement d'une cour allemande qui nous fait un peu sourciller, puis finalement, un record Guinness qui, j'avoue, m'a fait un peu sourire. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Alors oui, voilà William, on est allé cette semaine, je suis allé cette semaine me promener dans le coin du Mont-Tremblant par une belle journée d'automne. Et là, tu vas me dire, oui, bravo, tu as profité des couleurs. En fait, la seule couleur dont j'ai pu profiter dans ce beau paysage-là, c'était essentiellement le gris, parce qu'il a plu pas mal toute la journée au moment où j'étais là. Pour essayer une voiture qui est assez spectaculaire dans sa forme, c'est la Nissan Z. Bon, je sais que la Nissan Z, c'est pas vraiment ton genre de voiture. C'est un coupé sport que l'on connaît. Écoute, nous, on en est rendu à c'est la septième génération du véhicule. Ça a commencé par un Datsun 240 et ça a passé par toutes sortes d'étapes. La dernière génération étant la 370Z. Et là, on arrive avec une Z 400. Pourquoi 400? Ben, tout simplement parce que on arrive avec une motorisation de 400 chevaux. Donc, un véhicule qui est assez puissant, merci. Tu t'en doutes. 350 livres-pieds de couple, excusez-moi. Ce sont des augmentations significatives, hein? 68 chevaux de plus que l'ancienne génération. 80 livres-pieds, soit 30% de plus en termes de couple, ce qui est assez exceptionnel. C'est jumelé à une boîte automatique 9 vitesses. Bien entendu, l'automatique est de rigueur, mais attention, parce que c'est une voiture sport, il y a aussi la boîte manuelle 6 vitesses qui est, je dois le dire, considérablement améliorée et qui te permet vraiment des changements de vitesse beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus directs. J'ai beaucoup apprécié. Euh, il faut aussi savoir que tout au long de cet événement-là, on était accompagné de quelqu'un, Valérie Limoges, une pilote, et dans quelques minutes, elle sera avec nous d'ailleurs dans cette émission-ci pour nous parler de ses résultats en course parce que Valérie a été la première femme au Canada à remporter un championnat de sport motorisé et elle sera avec nous pour nous en parler un peu plus tard. En attendant, moi, je voudrais bien te parler de mes performances au volant de la Nissan Z. Malheureusement, les performances ont été assez limitées. D'abord parce que j'ai pas le talent, OK? Ça aussi, on va en parler plus tard. Mais surtout parce qu'il pleuvait abondamment et qu'on était au lendemain d'une course sur le circuit Mont-Tremblant. Donc, il y avait du caoutchouc un peu partout. C'était mouillé. La Z, c'est encore une propulsion. Donc, quand on sortait des courbes de façon un peu trop intensive, ben, la voiture avait tendance à chasser un peu. Là. L'arrière se déplaçait et il fallait faire un peu preuve de maîtrise pour être capable d'y arriver. Donc, ça ne nous a pas permis de pousser autant qu'on aurait voulu. Ce qui est une autre compétence en soi. Ouais, exactement. Puis honnêtement, c'est pas donné à tout le monde, même du côté des pilotes professionnels. Alors, t'imagines que des pilotes même pas amateurs comme moi, c'est même pas. Je pense On qu'on en peut parle même au moins te qualifier de amateur. Je pense que t'es pas. Je pas. commence à commencer le pilotage, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, évidemment. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait la référence, là, c'est François Pérusse et sa guitare. Euh,
Mais bon, donc tout ça pour dire que j'ai pas ce talent-là de pilote de toute façon. C'est pas une ambition que j'ai. Mais normalement, je me débrouille quand même sur une piste. Et là, c'était vraiment pas le cas. Là. J'étais pas capable de faire. Donc, j'ai pu l'essayer par contre sur les routes aux alentours du circuit. Et ça, vraiment, ça m'a impressionné. La voiture s'est montrée relativement puissante, mais évidemment, je poussais pas en fou. Par contre, direction précise, des freinages vraiment intéressants. Et j'étais sur la route là, du chemin du Nord, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais une belle route sinueuse qui venait juste d'être pavée. C'était vraiment magnifique comme endroit et ça m'a permis de constater que la voiture, elle est relativement confortable. Il faut dire qu'elle a été considérablement améliorée, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait au complet. On part quand même de la base de la 370Z qui existait, mais là, on est rendu avec un moteur biturbo, déjà en partant beaucoup plus puissant. On offre aussi bon, des suspensions améliorées, bien entendu. On a amélioré la motorisation pour qu'elle ait une réponse plus rapide. On a aussi toutes sortes de nouvelles technologies qui permettent, entre autres, d'améliorer le temps de réponse du turbo lui-même, ce qui fait que tu ne perds pas de puissance, même en accélération au départ. Tu as d'ailleurs ce qu'on appelle des launch control à chaque fois. Donc, tu peux faire des départs canons tant en version automatique qu'en version manuelle, ce qui est vraiment intéressant. Et, bon, on l'a dit, la transmission automatique 9 vitesses qui se compare littéralement à presque une boîte DSG, là, une boîte à double embrayage, ce qui est vraiment, vraiment une belle performance. Évidemment, tout ça, bon, c'est des conditions où il aurait fallu la pousser un peu plus. Ça n'a pas été le cas. Je peux te parler par contre du design parce que Nissan avait eu la brillante idée d'inviter sur place 6 propriétaires de Nissan Z, un par génération. Donc, on avait là les 6 modèles plus la nôtre. On avait tous les styles qui ont été utilisés au fil des années. Et on a pu constater que la toute première, la 240, qui est à mon avis une des plus belles, elle est presque identique à la nouvelle. On a conservé la même silhouette, la même ligne. D'ailleurs, je vais essayer de mettre sur la page Facebook le design de comparaison entre les deux. Et vous allez voir que la silhouette, elle est presque similaire. La différence, cependant, elle provient surtout au niveau des phares, parce que, bon, bien sûr, les phares, les nouveaux phares sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus raffinés, mais, parce que je sais que tu aimes le petit côté nostalgique, on a gardé des éléments quand même intéressants. Par exemple, les feux arrière qui sont très rectangulaires, ça, c'est directement inspiré des anciennes générations. Même chose au niveau des phares. Dans la première génération, les phares eux-mêmes étaient un peu retirés dans la carrosserie, ce qui fait qu'il y avait comme un reflet autour quand on les allumait. On appelait ça le halo lumineux. Dans la nouvelle génération, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des phares avec une ligne d'aile en haut et en bas qui rappelle ce halo lumineux-là. Donc, on a voulu jouer cette carte-là. Même chose au niveau de l'intérieur. Bien sûr, l'intérieur, ce sont des écrans numériques que l'on peut personnaliser, qui vont nous donner toutes les informations quant au déplacement, au forgé, à tout ce que tu veux. Tu peux modifier l'affichage devant toi. Tu as un écran central qui comprend le multimédia, mais dans l'ensemble, on se retrouve aussi dans un habitat qui est assez familier, incluant 3 jauges logées en haut de la planche de bord qui rappellent exactement ce qui s'est passé, ce que l'on présentait dans toutes les anciennes versions de la Z. Donc, on a des clins d'œil au passé en abondance. On a évidemment une mécanique beaucoup plus moderne. Est-ce que j'ai apprécié énormément? Oui, la réponse, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé la conduite et tout. Même si je n'étais pas un fan de la Z, j'ai toujours eu une espèce de crainte de cette voiture-là. Je la trouve très puissante par rapport à son équilibre, mais celle-ci s'est vraiment montrée plus souple que les autres. Donc, honnêtement, et je me fie aussi aux commentaires de ceux qui, comme Valérie Limoges, par exemple, ont été capables de la pousser dans des conditions idéales et qui nous disent qu'elle est vraiment réussie. Donc, ça, c'est un beau point. Et enfin, ben, il faut savoir que c'est pas si dispendieux parce qu'on parle d'une voiture qui joue entre 45 et 65 000 pour une voiture sport de cette puissance-là, c'est bien. Et à 65 000 tu as une version qui s'appelle la Proto Spec, qui est édition limitée, il n'y en aura pas des tonnes, avec un intérieur avec des piquets jaunes et tout. Et chacun des propriétaires de Protospec va recevoir un manteau exclusif marqué Nissan Z dessus. Donc,
je vous avertis tout de suite que si je vous croise avec un manteau comme ça se peut que je vous demande d'aller faire un tour d'auto. Parce que ça va vouloir dire que vous êtes propriétaire d'une Nissan Z Protospec. Alors voilà ce qui a fait le tour de mon essai de ça. Sauf que pour me rendre là-bas, je partais de Gatineau où j'ai participé au Salon de la voiture électrique. J'ai répondu d'ailleurs à plein de questions de plein de monde. C'était super agréable. Et j'étais au volant de la Mazda MX-5. Oui, mon cher. Avant de passer à la Mazda, je voulais juste revenir sur la Nissan Z. Je suis allé voir, puis effectivement, elle s'appelle la 400Z à cause de ses chevaux, mais c'est la première qui s'appelle comme ça, parce que je suis allé voir, puis les autres, la 370Z n'a pas 370 chevaux. Est-ce que tu Non. sais c'était basé sur quoi auparavant? La grosseur du moteur, les 3,7 litres. Exactement. Et c'était ça depuis le début, Avec la 240Z, c'était exactement ça. On avait un moteur de 2,4 litres. C'est la première qui s'appelle pas selon la capacité de son moteur comme ça. Donc, ouais. Oui, c'est assez bien. intéressant à noter. Et autre point intéressant, c'est quand on a décidé de redessiner la Z, on a, et on nous a montré la photo, là, ça s'est littéralement fait sur une napkin dans un restaurant. OK? Le gars qui a dit, ouais, il faut faire la Z, il faut la changer, il faut la mettre plus large. Et l'objectif, c'est d'arriver à 400 chevaux. Alors, sur la napkin, il y a des symboles japonais. Je pourrais te l'envoyer, tu t'amuseras à les déchiffrer. Mais on voit clairement les mots 400 chevaux écrits. C'était l'objectif dès le départ et c'est ça qu'on a atteint. Donc, oui, tu as raison. Et histoire de me rajeunir comme il faut, je le savais parce que j'ai participé au lancement de la 350 et de la 370Z, ce qui, me donne quand même une étape où j'ai fait 3 des générations de la voiture. Bref. Alors, le lancement de la 350Z était en 2003. Ouais, mais c'est ça. Non, oui. Moi, je suis allé, il me semble, en 2004, où j'ai participé. Ah non, c'était pas au lancement, c'est vrai, c'était à un événement qui s'appelait le Nissan 360, où Nissan avait amené une tonne de véhicules de partout dans le monde, incluant celle-là. En gros, ça fait plusieurs générations que tu la connais. Puis, honnêtement, selon ce que j'ai pu comprendre, tu l'aimes plus, cette génération-là. Oui, je l'aime plus celle-là. Je dois dire que la première fois que j'ai conduit une 350Z, je suis revenu à la maison, j'ai dit à ta mère, non, cette voiture-là, je l'aime pas, je vais me tuer à son volant. Je me souviens que t'as dit ça, puis j'étais relativement jeune, donc... Ouais, ça, c'est mon premier contact avec la 350Z. Évidemment, ça a changé depuis, là, mais bon, c'est mon premier contact avec la première Z. Mais là, l'autre est un petit peu moins intense. L'autre est beaucoup moins intense, puis si je veux en parler, j'en parlerai pas longtemps, OK? Parce que c'est une voiture qu'on connaît, elle est là depuis plusieurs années. C'est la petite Miata MX-5, 2 places, Roadster, petit moteur 4 cylindres, 181 chevaux, pas super puissant. C'est une propulsion, évidemment, ça fait un petit moteur, petit modèle d'été et tout. Sauf que j'ai chialé un peu parce que l'ergonomie, c'est un peu ordinaire, là. Le porte-gobelet est drôlement situé. Le coffre à gants est logé entre les deux sièges en arrière. Évidemment, la valise, c'est tout petit. J'ai rentré mon carry-on, mon sac d'ordinateur, puis j'ai été obligé de plier mon veston pour qu'il rentre dans la valise. T'sais. Ça donne une idée. Et, évidemment, avec ma taille de jeune homme que j'ai conservée et même doublée depuis quelques années, me rendre à bord. Avec intérêt. Avec intérêt. T'étais pas obligé de le dire, ça va être correct. Non, mais la blague est trop facile. Mais tout ça pour dire que rentrer à bord, c'est pas aussi facile que c'était. Et en sortir, ça l'est pas non plus. Sauf que là, j'ai pu profiter d'une route incroyable entre Gatineau et le Mont-Tremblant. Route sinueuse, route de campagne, où, je le dis, là, j'ai pas fait de vitesse. Là. Je suivais les limites. Et à un moment donné, j'avais derrière moi quelqu'un qui était au volant d'une Mustang qui me suivait. Et on a arrêté pour mettre de l'essence au même endroit. Et le gars me dit, ouais, c'est... Dis-moi, je me battais avec mon Mustang pour te suivre, alors que moi, je faisais ça du bout des doigts, sans aucun effort. Ça vient donc juste prouver que, même si oui, c'est vrai que l'ergonomie n'est pas parfaite de la Mazda MX-5, c'est encore une voiture absolument exceptionnelle au niveau de la conduite. C'est une voiture qui est agréable. C'est une des voitures les plus tripantes à conduire. Même si on va pas vite, on a tellement de sensations à son volant que, honnêtement, c'est un véhicule. Si vous êtes à la recherche d'une bébelle pas trop chère et que vous ne visez pas la performance, on n'est pas dans le domaine de la Z, là, pas du tout. On est dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup de très différent,
mais j'ai beaucoup aimé. Ma petite ride dans les Laurentides là, a été vraiment, vraiment appréciée, même si malheureusement j'ai dû garder le toit parce que, un, il faisait frais ton gelait, et deuxièmement, ben, il a plu plus que la moitié du temps. Alors, tout ça pour dire que la MX5, c'est encore une championne dans sa catégorie. Parlant de championne, hein, quelle transition incroyable, parce que je pense que c'est l'heure de passer à notre entrevue avec Valérie Limoges. Effectivement. Alors, on est très heureux et on écoute une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt, William et moi, avec la nouvelle championne de la Coupe Nissan Sentra, Valérie Limoges. Alors, cette semaine, on fait presque une première, mais on est bien, bien content. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir une invitée assez particulière et c'est Valérie Limoges. Bonjour Valérie d'abord. Bonjour. Alors, on va vous expliquer rapidement que Valérie Limoges, c'est une pilote de course. C'est quelqu'un qui est instructeur. On va en parler, même si je ne veux pas qu'elle parle trop de mes résultats à moi. Qui est aussi et surtout, et c'est la raison de sa présence avec nous, elle est la première femme à avoir remporté un championnat de série de sport motorisé au Canada parce que tu viens, Valérie, de gagner le titre de championne de la Coupe Nissan Sentra. Comment on se sent d'abord d'être championne? C'est la première question. Puis d'être la première femme en plus. Bien, c'est sûr que mon but était de gagner un championnat, donc ça a été fait cette année. Puis, c'est sûr que je le réalise de plus en plus là, parce que j'ai vraiment plein de gens qui m'écrivent, qui m'appellent comme pour me parler de mes performances puis de mon championnat. Fait que je pense qu'il y a un bon engouement pour ça. Puis, c'est sûr que j'aime toujours ça, faire la première des choses. Donc, j'étais la première Québécoise aussi à gagner, canadienne, gagner le Grand Prix de Trois-Rivières, la première à gagner le championnat pour une femme. Donc, c'est sûr que c'est super pour moi. Puis, j'espère continuer à marquer un peu encore l'histoire de la course automobile au Québec et au Canada. Ouais, ah ben là, tu vois, tu viens de toucher quelque chose d'intéressant. T'espères continuer. Regarde, on va régler ça tout de suite. Est-ce que l'année prochaine, on va voir Valérie Limoges avec le numéro 1 sur la piste? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça. Je pense que je suis capable de courser encore quelques années. Puis c'est sûr que de porter le numéro 1, ben, j'aimerais encore une autre. Ouais. Évidemment, c'est pas quelque chose de. Écoute, on le sait, là, on va parler un peu de où tu viens. Tu as commencé en karting un peu par la bande et au fil des ans, tu es devenu. Tu as pris part à différents événements, mais c'est du gros budget faire de la course, là. Oui, effectivement, ça débarque, puis c'est un peu laquelle je reviens chaque année parce que j'ai la chance d'en avoir qui sont avec moi depuis maintenant quelques années. Là, si on regarde Total Énergie, la division Quartz lubrifiant. Sinon, j'ai le groupe aussi Nissan Gabriel qui est avec moi depuis maintenant 2 ans. J'ai aussi Hoffman et Mass cette année, qui est une compagnie numérique là, qui sont avec moi cette année. J'ai Chirurgie Vision aussi, une compagnie de Trois-Rivières. Donc, pour eux, la publicité au Grand Prix, là, c'est bien important. Ils font la chirurgie pour les yeux. Puis, tu sais, j'en ai plein d'autres aussi qui m'aident, là, côté, tu sais, le design de la voiture, les lettrages, des calco-design. J'ai Mia Motorsport, le Motorsport in Action aussi, qui m'ont aidé à préparer une bonne voiture cette année. Mes canaux, mes parents, là, tout le monde qui est impliqué là-dedans. Ça a été une grosse saison pour nous, mais on a réussi à concrétiser tout ça puis de finir sans beauté. Ouais, ben, tu as nommé probablement, je dirais, ton principal partenaire dans tout ça, c'est encore ton père. C'est lui qui, depuis le début, te soutient. Moi, je suis toujours impressionné, toutes les fois que je vais aux courses, de voir ton père qui est là, qui est toujours à tes côtés, qui prend les devants pour t'aider, pour faire des trucs avec toi. Je pense qu'il est avec toi depuis le début. C'est lui qui t'a amené où tu es, là. Il n'en manque pas une, mettons. La course automobile autant que moi. Donc, c'est le fun aussi parce que, comme tu le disais, j'ai commencé en karting. Mes parents venaient à tous les week-ends de course. Puis encore aujourd'hui, ils sont toujours là. Fait que ça nous permet de passer du bon temps en famille aussi. Puis ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Ma mère est toujours là à préparer les bonnes sandwichs puis les lunchs. Puis mon père, ben, il aide un peu les mécanos du mieux qu'il peut, à préparer aussi le trailer avant de partir aux courses, tout nettoyer ça. Fait que lui, ça, c'est sa part de la tâche. Puis aussi, il est là aux courses à faire les 100 pas dans la ligne des puits ou à se promener avec son scooter alentour pendant mes courses pour être sûr à chaque virage, qu'est-ce qui se passe.
Ça, je pense que c'est là que je l'ai vu le plus souvent, là. Ouais, Se promener en rond en espérant que Valérie aille bien sur la ouais. piste. Écoute, bon, tu nous parles de tout ça. C'est vraiment un travail d'équipe faire de la course automobile, on le sait. Ça coûte des sous faire de la course automobile, on le sait aussi. Sauf qu'on ne gagne pas sa vie. Tu as déjà, bon, quand tu étais en grande dame aux États-Unis, tu as déjà eu des salaires qui avaient un certain sens, mais on s'entend pour dire que ce n'est pas en Coupe Nissan Sentra que tu vas gagner ta vie, là. Non, non, Euh, c'est que tout l'ouvrage que j'ai, c'est toujours relié avec la course automobile, si on veut, ça soit en donnant des cours, parce que Marc, tu sais très bien qu'on s'est croisés quelques fois dans des événements, soit de pneus ou automobiles. Donc, c'est ça que je fais. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle d'ailleurs de vos rencontres dans des événements comme ça automobiles, si jamais ça donne, mais bon, on verra. Ben, moi, bon. puis Marc, toujours des bonnes conversations, que ça soit d'automobile ou quelque chose d'autre. Là, on se jase. Dans l'auto, en Marc, on a du fun. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas supposé jaser. Tu sais, je suis supposé conduire de façon plus dynamique, mais il faut que je dise aux gens, d'abord, je ne suis pas un bon pilote et aucune prétention de l'être. Puis plus je vieillis, plus je suis peureux. Écoutez, cette semaine, on est allé essayer, d'ailleurs, on en parle dans l'émission, tu allé essayer la Nissan Z à Mont-Tremblant et c'est Valérie qui nous servait de guide en avant. Ouais, Elle conduisait la Z et nous, on suivait en arrière et on l'a averti. On était deux, disons, conducteurs plus âgés. J'ai dit c'était son âge d'or. Euh, et on l'a averti parce qu'en plus, il pleuvait. La ouais, Z, c'est une propulsion. ouais. On lui a dit, tu prends ça mollo avec nous autres, on n'est pas là pour faire des temps. J'ai vécu la même chose quand on est allé dans les trucs de pneus. C'est Valérie qui m'a amené, entre autres, avec les pneus Nokian à Saner sur la Ouais. glace. Ouais. Puis à chaque fois que Marc embarque dans la voiture avec moi, il dit tout le temps inquiète-toi pas, là, j'irai pas vite. Inquiète-toi pas, j'irai pas vite, ça va être mollo. OK, à ton rythme. Parce que, bien évidemment, je ne suis pas capable. Puis j'ai vécu, j'ai déjà fait des tours où Valérie était la pilote aussi. Mais je veux dire, regarde, on n'est pas dans la même ligue. Moi, c'était plus à ça que je pensais quand je pensais à vos rencontres, là, les fois où tu t'es fait brasser un peu. Ouais, mais ça, j'aime ça. Je dois dire que j'aime ça. Quand j'ai l'occasion, si j'avais pu en fin de semaine, ben, lundi, j'aurais embarqué avec elle pendant qu'elle faisait faire les rides aux autres, mais il y avait des propriétaires de Nissan Z qui voulaient vivre l'expérience. Fait que Oui, c'était correct. C'était correct de lui laisser la on va place. prendre, je suis sûre. Ouais, je suis convaincu aussi. Alors là, bon, on a fait, c'est quoi? C'est ta 5e saison avec la Coupe Nissan? Ah non, ça fait depuis 2015. Ça Ah fait mon 8, Dieu. Ben 15. oui. C'est vrai, il y a eu, Ouais. il Ouais, y a eu ça la Coupe. fait longtemps. Il y a eu la Coupe même Micra au départ, où tu t'es Exact. quand même bien classé. Et là, Oui. la Coupe Nissan Sentra. Est-ce que tu aurais l'ambition encore? Parce que, bon, malheureusement, comme on l'a dit, ça coûte cher, puis ça prend toutes sortes d'affaires, puis tu as maintenant une famille à toi aussi, donc Mhm. c'est plus Oui. difficile. Mais est-ce que tu aurais l'ambition d'aller dans d'autres circuits? Des trucs plus gros, des trucs Ben, plus c'est sûr importants? que c'est rare que je dis non à une opportunité de courser, là. Mais c'est sûr que ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi quand tu montes de catégorie et tout, parce que les gens ils investissent de l'argent sur toi. Les performances, il faut qu'ils soient là, c'est sûr. Mais je pense pas que je refuserais, là, ça c'est sûr. Ouais, Ça mais me c'est pas. Parce que des fois, je me dis, Colin, c'est beaucoup de pression parce que je suis quand même une personne, ben, je suis quelqu'un de, j'aime ça la compétition. J'aime pas faire des trucs pour le plaisir. Tu sais, j'irais pas, après ma carrière, faire du lapping. Je veux dire, oui, ça pourrait donner que j'en fasse, mais je veux dire, je vais pas m'adonner à ce sport-là. Moi, je veux faire de la course, qu'il y ait un gagnant et un perdant, mais je veux qu'il y ait une compétition à chaque fois que je vais en piste, tu sais. Mais plus tu cours dans des catégories hautes, ben, ça vient avec une pression. Puis des fois, tu te dis, ouais, peut-être que j'ai donné pas mal parce que je vais avoir presque 40 ans. Ben, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, mais sauf que je me dis, depuis que j'ai 12 ans que je fais de la course automobile, depuis à peu près l'âge de 17-18 ans, là, que c'est devenu quand même assez sérieux. Donc, ça fait longtemps là, que j'ai des petits stress. Moi, l'été, là, c'est jamais bien relax. Moi d'ailleurs, j'ai peut-être une question, là, je sais pas si toi t'en as une dernière après, mais moi j'ai lu une de tes citations où tu disais que t'espérais que, entre autres cette victoire-là, quand même assez historique, t'espérais que ça inspire des femmes à courser davantage, ce que je trouve vraiment très intéressant. Mais en fait ma question c'est, est-ce qu'il y en a déjà des femmes comme ça, pilotes, qui t'ont inspiré, ou même si c'est pas des femmes, qui est-ce qui t'a inspiré toi-même là dans ta carrière pour te rendre jusqu'où t'es aujourd'hui? Ben, c'est sûr que moi, dans mon temps, quand je coursais aux États-Unis, il y avait Danica Patrick qui était déjà un haut niveau, donc je pourrais dire Danica Patrick. Puis, elle a vraiment marqué l'histoire aussi. Puis, on dirait que ça l'a encouragé aussi des femmes parce qu'on en voit
quand même pas mal plus qu'il y a 10 ans, par exemple. Fait que je pense que une fille comme Danica Patrick ou même Catherine Legg aussi, qui a fait beaucoup de courses automobiles, en fait encore d'ailleurs au niveau aux États-Unis ou en Europe. Donc, ce serait 2 filles que je dirais que c'est pas mal eux là, qui ont pu m'inspirer. Là. Mais justement, dans la même veine, est-ce que tu te sens une responsabilité d'inspirer? Parce que je t'ai vu avec la jeune Labelle, entre autres, là, qui, elle, est en couple Micra et qui ne jure que par Valérie Limoges et pour qui tu es un exemple. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou ça te met une fierté supplémentaire? Non, pas plus de pression, parce que ça fait tellement longtemps que je fais de la course automobile, comme je dis toujours, depuis que j'ai 12 ans, moi, je me considère comme quelqu'un de la gang. Donc, puis je pense que les autres aussi, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui ne me connaît pas va dire « Ah, une fille », mais sauf qu'au Québec puis au Canada, ça fait tellement longtemps que je course que les gens sachent que je suis capable de bien tirer mon épingle du jeu. Donc, on dirait que je le vois pas tant que ça, là. Mais c'est pas. Est-ce que tu te sens un rôle? Est-ce que tu te sens une obligation? Parce que tu es la première femme à avoir gagné à Trois-Rivières, la première femme Non, championne de série. non. Non. Moi, mon but, c'est toujours de gagner. Malheureusement, on ne peut pas gagner toutes les courses. Comme cette année, en fait, je n'ai même pas gagné une. Toutes les autres années, j'ai gagné des courses, mais je n'ai jamais gagné le championnat. Cette année, j'ai fait beaucoup de podiums. Malheureusement, je n'ai pas gagné de course, mais j'ai quand même gagné le championnat. Ça a vraiment été quelque chose qu'il fallait que je fasse, que j'aille des performances comme vraiment consistantes, parce que sinon, je n'aurais jamais gagné le championnat. Ouais. Question peut-être un peu niaiseuse. Qu'est-ce qui est plus le fun? Être première dans une course ou gagner le championnat à la fin? Ben, je vais te dire que quelques fois, j'ai été déçue de ne pas gagner, mais c'est sûr que le résultat final, c'est vraiment le championnat, donc je ne peux pas rien demander de mieux. Là. J'aurais aimé quand même en gagner. On peut quand même se reprendre peut-être l'année prochaine. Ouais, ben la question, c'est combien de personnes se souviennent du gagnant d'une course par rapport au nombre de personnes qui se souviennent du gagnant du championnat? J'ai entendu celle-là. Ouais. C'est toujours ça la question. Ben, écoute, Valérie, je te remercie beaucoup. Félicitations encore, évidemment, pour tout ce que tu as fait cette année. Je suis sûr qu'on va se revoir. La prochaine fois, je vais essayer d'amener William pour qu'il apprenne lui aussi à piloter un peu. Ça? Ouf, on verra. Moi aussi, je vais dire, là, je vais pas faire ça vite, là. Tu vois, c'est génétique. Fait que, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations encore, puis je suis sûr qu'on va se revoir bientôt sur une piste. Bye, Marc. Salut, William. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bye, merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Alors évidemment, merci beaucoup à Valérie de nous avoir consacré ces quelques minutes. On était très heureux. Et écoute, pour connaître Valérie, pour l'avoir rencontrée, on le sait, on en parle dans l'entrevue, là, c'est vraiment une pilote exceptionnelle. C'est surtout une fille très, très, très patiente, je peux te le dire, là. Elle a eu l'occasion de le vivre avec moi à plus d'une reprise. Toi, juste de venir faire le podcast avec nous, ça prouve sa patience. Exactement. Alors, toi, William, tu nous as trouvé des éléments, des nouvelles, disons, particulières cette semaine, dont la première, elle est particulière parce qu'elle est spectaculaire. C'est l'arrivée d'un nouveau VUS de performance du côté de BMW. Exactement, le BMW XM 2023. Un VUS, hein? Encore une fois, on faisait la blague pas plus tard que dans le dernier épisode. Tous les nouveaux véhicules, c'est ça. C'est un VUS hybride de luxe avec un moteur, et c'est là la partie exceptionnelle, qui va aller jusqu'à 735 chevaux. Ce qui est quand même n'importe quoi. Ben, sans être n'importe quoi, disons que c'est assez impressionnant, il faut le dire. Là. Oui, puis c'est sûr que quand on parle de véhicules qui ont des technologies d'électrification, c'est plus facile d'atteindre des chevaux impressionnants qu'avec des véhicules qui sont 100% à combustion, parce qu'on peut combiner différents moteurs. Ben quoi qu'on peut le faire aussi avec des véhicules à combustion, mais c'est plus rare d'avoir 2 moteurs à combustion sur une voiture. Mais là, en fait, c'est qu'on combine le moteur à combustion avec une motorisation hybride. Et c'est ça qui donne ce nombre de chevaux-là qui est très puissant. C'est sûr que quand on parle de la physique, le calcul de la puissance reste le même que si on avait un seul moteur, donc la puissance reste la même, mais au niveau technique, on va voir ça de plus en plus, des véhicules qui ont des chevaux qui ont l'air comme ça, impressionnant, même presque du jamais vu là, pour un VUS comme ça. BMW qui, oui, va être cher, là. Je sais pas s'ils ont annoncé le prix. Non, pas encore. C'est ça, hein? Non, j'ai cherché partout, mais justement, je l'avais pas trouvé, donc en général, ça veut dire qu'ils l'ont pas annoncé. On peut se douter, connaissant BMW, que ce sera pas donné,
Mais n'empêche qu'on est loin non plus des supercars, là, qui, il y a quelques années à peine, étaient les seuls véhicules à avoir ce genre de chevaux-là. Totalement. Par contre, il faut mentionner qu'il y a énormément de technologie à bord de ce véhicule-là. D'abord, tu l'as mentionné, véhicule hybride rechargeable, qui est bon jusqu'à 50 km d'autonomie, ce qui est, bon, pas négligeable avec une batterie de 29,5 kWh, mais ce qui est vraiment particulier, bon, évidemment, V8 turbo compressé, doublé d'un moteur électrique, ça donne ça. Dimension quelque part entre le X6 et le X7, donc c'est quand même quelque chose d'assez imposant. On parle de 2750 kg, donc 6000 livres à peu près, ce qui est absolument incroyablement pesant pour ça. Mais ce qui, moi, m'a jeté par terre, c'est la façon dont on a joué avec les suspensions. Imagine-toi que les suspensions, elles sont montées sur un moteur qui utilise un moteur électrique de 48 volts pour contrôler le roulis en virage. Donc, c'est un moteur électrique qui va contrôler toute la façon dont le véhicule va aborder. Alors, écoutez, on est dans la technologie à côté, bien entendu. Tu l'as dit, j'ai pas envie de payer la facture, c'est clair. Oui, puis le design aussi est absolument incroyable. Là, on a mis la batterie dans le plancher pour abaisser le centre de gravité. C'est sûr que là, on n'a pas tous les détails, bien sûr, là, en termes de 0-100, de toutes les versions qui vont être disponibles, parce que le 735 chevaux, on peut aussi s'imaginer, en fait, non, même on le sait, c'est simplement sur la version Label Red qui va probablement être la version la plus performante qui va être offerte, du moins pour le moment. On peut s'imaginer qu'il va y avoir des versions moins puissantes dans différentes, justement, séries Label, entre autres, qui sont des éditions spéciales. Qui vont venir là plus tard. On ne sait pas à quel point leur puissance va varier entre les éditions Label, mais on peut se douter qu'il va y avoir des versions moins puissantes aussi, là, qui sont pas justement la Label Red. Exactement, mais qui risquent de coûter quand même un petit peu plus que mon salaire d'une semaine. Bon. C'est sûr, mais au moins, on va avoir des places pour se brancher sur son hybride rechargeable. Si on se fie du moins à l'investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui a investi 500, ou du moins qui promet une initiative, donc elle n'a pas encore investi, mais promet d'investir 500 millions de dollars pour pouvoir accélérer en fait le développement de cette infrastructure-là de recharge et pas juste de recharge électrique, mais aussi de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules zéro émission. Donc c'est tous les aspects des véhicules zéro émission. Puis je sais que toi, t'es un fort partisan de l'hydrogène. Donc toi, tu dois être particulièrement content de voir qu'on donne aussi de l'attention, pas juste aux véhicules électriques pour une fois. Oui, bien effectivement, je suis vraiment impressionné de voir que ça fait partie du plan parce que l'hydrogène, bon, je pense pas là, que les véhicules passagers, personnels vont arriver rapidement avec cette technologie-là au cours des prochaines années, mais on sait que Toyota, que Mercedes-Benz, que BMW et que Hyundai, entre autres, misent encore sur l'hydrogène. Et là où il y aura un gros changement, c'est au niveau des camions, entre autres du transport commercial, que l'on veut rendre propre avec de l'hydrogène parce que c'est plus facile, parce que c'est moins compliqué pour la recharge et tout ce qui vient avec. Donc, on est en train de regarder cette possibilité-là et on sait qu'on est en train de développer tout un réseau de production d'hydrogène vert au Québec. Donc, que quelqu'un soit prêt à investir des sommes pour développer le réseau, je trouve ça absolument génial. Et tu l'as dit, moi je dis depuis des années que c'est une des solutions qu'il va falloir envisager et je pense que le fait d'investir quelques millions de dollars dans ce réseau-là est une excellente chose. Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait quand on parlait des promesses des différents partis politiques, entre autres de Québec solidaire, qui dit qu'il va falloir qu'on change les habitudes des gens. Je pense que ça passe un petit peu par là. Il faut faciliter la transition des gens vers ces énergies-là, puis c'est certainement pas en ayant 2 bornes de recharge électrique tous les 2 km, puis en ayant aucune borne de recharge à hydrogène, ou s'il y en a une, c'est à quelques centaines de kilomètres à la ronde. C'est pas la façon d'assurer une transition, selon moi, tout à fait. rapide et facile. Tu en es un bel exemple, je le répète tout le temps. De chez toi, la plus proche borne de recharge est à au moins une station de métro. Ce qui est comme quelque chose de pas logique, là. Ben, j'imagine que je vais pouvoir vous en parler, parce que les dieux de l'automobile m'ont écouté et je les remercie. Je vais pouvoir vous parler de mes essais de plusieurs voitures électriques
pendant les prochaines semaines, entre autres de 2 de mes voitures fétiches, là. Si vous savez pas c'est lesquelles, vous retournerez à travers nos épisodes. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, mais entre-temps, passons à un autre sujet que je sais qui t'a quand même amené à des questionnements intéressants, puis moi-même, je suis plutôt mitigé. Alors, on est en Allemagne. Il y a quelqu'un qui conduisait un VUS, c'est important de le noter, qui conduisait un VUS, et qui a, pour une raison ou pour une autre, passé sa lumière rouge. Normalement, c'est à peu près 175 €, à peu près quoi, 200 quelques dollars canadiens. Et là, cette personne-là, la cour a finalement jugé qu'elle devrait payer 350 €, soit presque le double normalement de ce que ça coûte, parce qu'elle était dans un VUS. Et là, tout le monde se dit, mon Dieu, pourquoi? C'est pas juste. Mais je trouve que le raisonnement est quand même pas si fou que ça. On dit en fait, quand on conduit un VUS, les risques qu'on pose pour la société sont plus grands. Parce qu'on conduit quelque chose qui est plus lourd, quelque chose qui a plus de risques quand il percute un piéton, quelque chose qui pose, dans le fond, plus de danger pour la société, du moins selon ce qui a été amené en cours. Et donc, si ça pose plus de risques pour la société, il faudrait que la personne s'expose aussi à plus de risques quand elle contrevient au code de la route, dans ce cas-ci, qu'elle passe sur une lumière rouge. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses de ce raisonnement-là? Écoute, j'avoue que je suis un peu partagé. C'est vrai qu'une collision avec un VUS, inévitablement, va probablement engendrer plus de dommages, plus de blessures. D'ailleurs, il y a quelques rapports dans le passé qui l'ont prouvé. Ça amène tout un questionnement, par contre, là. Tu sais, moi, je regarde les VUS qu'on a chez nous, comment on les définit. Tu sais, le Nissan Kicks ou le Hyundai Venue, qui sont, au fond, le Hyundai Venue, c'est un Hyundai Accent en talon haut, là. Est-ce que c'est un VUS? Est-ce que ça passe par là? Où est la limite? Où est la ligne? Tu sais, quand on parle d'une taxe supplémentaire pour les VUS, on va parler en termes souvent de consommation ou de poids. Donc, il y a une ligne objective. Ça pèse 2000 livres ou ça n'en pèse pas 2000. Tu sais, mais là, où on évalue la définition de VUS pour une affaire comme ça, je t'avoue que l'idée est pas bête en soi. Parce qu'on essaie justement de diminuer le nombre de véhicules, mais et moi, ce qui me fait mon affaire, puis là, je vais être bien, bien plate, mais actuellement, au Québec, on dit on veut taxer les VUS qui émettent tant de kilos de CO2 au kilomètre, ça va, mais ça veut dire que les gros VUS électriques, par exemple, ne seraient pas soumis à cette taxe-là, alors que dans le cas de ta collision ou de ta contravention, il serait soumis quand même, parce que les dangers sont les mêmes. Si tu arrives avec une Tesla Model Y, puis tu franchis une lumière rouge, puis tu frappes quelqu'un, tu vas y faire aussi mal que si tu le fais avec un VUS à essence. Puis si tu l'as sur autopilote, t'as même plus de chances que la personne moyenne de frapper quelqu'un. Non, mais de façon plus sérieuse. Ça, c'est à chier, limite. J'approuve, par contre, mais bon. Non, mais sans blague, par contre, c'est parce que là, on parle de deux choses différentes. Il y en a une qu'on va taxer pour sa pollution, puis l'autre qu'on va taxer pour le danger qu'il représente sur la route. Puis dans ce cas-là, je pense que c'est totalement fair ce que tu dis, c'est totalement équitable même en français, parce que c'est justement ça. On a autant de danger avec un VUS puis même en fait peut-être même plus avec un VUS électrique quand on considère que la masse joue un gros rôle aussi dans la force qui va être dans le fond, qui va être dans l'impact sur quelqu'un. Donc, habituellement, les véhicules qui sont électriques avec leur batterie, comme on disait pour la BMW, ça va être encore plus pesant. Donc, on arrive au fait que les VUS électriques posent quand même le même risque, sinon même plus qu'un VUS à essence à ce niveau-là. Ça, même étant d'accord pour les VUS électriques, je suis capable d'être d'accord avec ça. Ouais, moi, ce que je disais, c'est juste au niveau de la définition. C'était pas nécessairement au niveau de la comparaison et des raisons, c'est plus au niveau de la définition que là, ça risque d'être un problème. C'est ça, c'est parce qu'on définirait... Mais non, c'est parce que c'est ça l'affaire. D'un côté, on le définirait avec sa consommation et sa pollution, puis de l'autre, on le définirait avec, par exemple, son poids, ou même dans les arguments de la cour, on parlait de la façon dont l'avant était fait, qui était plus droite et qui avait un angle droit et qui donc causait un plus grand danger qu'un capot qui serait courbé, par exemple.
On verra où est-ce qu'on ira avec cette législation-là quand ça passera, hein? Mais bon. Ouais, effectivement. Et là, ça commence à être tordu un peu, par exemple. J'ai un dernier petit truc pour toi. 30 secondes, là. Mais est-ce que tu sais c'est quelle voiture qui a le record Guinness pour le mile, le mille, le plus rapide conduit à reculons? Je le sais pas. Et est-ce que ça a le quelconque intérêt? Mais sérieusement, y a-tu vraiment quelqu'un qui a fait ça? C'est une Corvette C7 et c'est un certain Scott Burner. Et le monsieur est quand même dédié à sa cause, là. Il a la chaîne YouTube Always in Reverse. Et en juin, il a réussi à faire le 1000 le plus rapide avec une moyenne de 48 000 à l'heure, soit quelque chose comme quoi 90 km/h à peu près. Un petit peu moins Et que ça, là, c'est peut-être 80 km/h plutôt, 80 km/h plutôt, mais avec un pic, c'est là que je m'en allais, avec de 54 000 à l'heure, qui est là 90, 92, là, quelque chose comme ça, km/h. Donc quand même, hein, à reculons dans une Corvette, il faut le faire, il faut se faire confiance, mais quand t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Always in Reverse, j'imagine que tu sais comment conduire à reculons. Ouais, ça place le niveau, même si objectivement, je ne suggère à personne d'essayer de battre ce record-là. Ben, la plupart des records Guinness, je ne suggère à personne de les battre, juste de même. Effectivement, tu as bien raison. Alors, écoute, William, c'est ça qui m'a fait à notre émission cette semaine. Une émission chargée, une émission un peu plus longue que d'habitude. On espère que vous avez apprécié. Ça, c'est faux, là. Les derniers épisodes ont tous fait à peu près 40 minutes, mais j'espère que les gens ont apprécié quand même. Ouais, mais là, c'est qu'on a l'entrevue avec Valérie qui est un petit peu allongée, puis je suis très heureux de l'avoir eu avec nous. Oui, merci à elle. Oui, et on vous dit qu'au cours des prochaines semaines, il va arriver qu'on va avoir des invités comme ça pour parler de sujets spécifiques. Donc, ça sera à surveiller, bien entendu. Alors là-dessus, mon cher, je te remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que la balado Gotchard est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts et Amazon Music et un peu partout. Je vous invite à aller nous laisser un avis et je vous invite aussi à nous partager vos trucs, soit par courriel à gotchard.podcast@gmail.com ou tout simplement sur la page Facebook Gotchard Podcast ou encore sur nos pages Facebook personnelles. Alors là-dessus, mon cher William, moi je te dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.